Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant un écran Amstrad pour regarder de près cette machine-ci. Voilà, c'est un 664, mais ce n'est pas le mien, c'est celui qu'un ami a acheté et qui ne fonctionne pas. J'ai déjà eu l'occasion de regarder un petit peu cette machine avec lui sur le Discord. Donc, elle était déjà pas mal modifiée puisque, comme vous le voyez, il y a un petit trou ici. Il y avait un interrupteur qui permettait de changer le lecteur externe parce qu'il était raccordé après un DF1 pour le passer en interne. Donc, il doit y avoir un problème de lecteur de disquette. Mais la panne est plus grave sur cette machine puisqu'il ne démarre pas du tout. Il fait un affichage qui est du n'importe quoi. Donc on va voir ça ensemble. On va essayer de remettre ce 664 de mon ami en activité. Voilà. Et vous verrez, il a été modifié un petit peu plus que le lecteur de disquette. Je ne sais pas ce qui a été fait d'autre. Je vous montre juste quelques photos de l'intérieur tel qu'il était quand il l'a reçu. Je lui avais dit d'enlever tous ces fils puis d'enlever cet interrupteur. Donc c'est pour ça qu'ils n'y sont plus dans la machine. Mais c'est pas pour ça qu'elle fonctionne. Donc on va la poser devant l'écran et on va regarder déjà ce qu'elle nous fait puis tâcher de la réparer. J'ai ressorti l'oscilloscope comme sur l'Amiga 2000, l'Amiga 2000 qui est juste à côté. D'ailleurs, on en reparlera bientôt, je pense, pour voir un peu la partie PC. Et parce que je pense que je vais en avoir besoin sur ce 664. J'ai sorti aussi du matériel parce que je sais que je vais avoir des mesures à faire. Cet oscilloscope, d'ailleurs, un grand merci à l'association qui me l'a offerte, bien sûr. Il me sera de plus en plus utile. Donc j'ai branché le 664 juste sur le 5 volts et puis l'affichage. Donc essayons de voir ce qu'il donne déjà. Donc l'écran est alimenté et allumons. Ah, bah déjà, il ne s'allume pas. Il a déjà un problème d'interrupteur, je pense. Donc, on va déjà commencer par le démonter. Donc, je vais enlever le dessus. Je vais même supprimer le lecteur parce que j'ai pas branché le 12 volts parce qu'il est traficoté. Et puis, on va chanter cet interrupteur pour pouvoir avancer un petit peu. Et on regardera le réparer après. À tout de suite, j'ouvre la machine. Voilà, il est ouvert, on va pouvoir avancer, donc on va déjà débrancher cet interrupteur qui ne fonctionne pas. J'ai préparé un jumper. On va allumer l'écran et on va démarrer ce 664. Et comme vous le voyez, j'ai un affichage qui est un peu un grand n'importe quoi. Donc je vais m'approcher un petit peu de la carte mère. Je vais baisser la luminosité de l'écran parce que ça ne sert à rien de le faire consommer à faire n'importe quoi comme affichage et on va pouvoir allumer l'oscilloscope et regarder un petit peu si on voit quelque chose sur les signaux autour du processeur et autour de la mémoire par exemple. On va déjà regarder si ça semble tout fonctionner. Avant de regarder à l'oscilloscope, on va déjà regarder quelques tensions sur les puces, voir si elles ont bien 5 volts, on ne sait jamais. Donc le CPU 5 volts. Les puces de mémoire. « 5 volts. » Non, c'est celle-là. Ouais, 5 volts. 5 volts. 5 volts. 5 volts. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Ces deux-là ne sont pas des puces de mémoire. C'est seulement celles-là, les puces de mémoire. Et lui, il doit être là, le 5 volts. Ouais, voilà, 5 volts aussi. Donc, on a de la tension partout. Donc, il va falloir regarder un petit peu à l'oscilloscope. Je vais m'intéresser surtout au CPU. Je vais regarder s'il a une cloque et si on voit quelques signaux partir sur le bus. Parce que si vous vous rappelez, le genre d'affichage que je vois sur ce 664, il ressemble à un que j'avais sur un 464. Et c'était le CPU
C'était le CPU qui était naze. Donc je vais contrôler s'il y a de l'activité avant d'aller plus loin et puis de le changer pour voir. Donc je branche l'oscilloscope, je change la caméra de place. Donc l'oscilloscope a démarré. J'ai sorti le plan du 68000 parce que je connais pas les broches par cœur. Alors, on va déjà regarder par exemple si on a une cloque, ça devrait être la pin numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça ressemble à une cloque. Ouais, une jolie cloque. Alors ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est si on a quelque chose sur les bus d'adresse. Alors on a la A11 là qui est là par exemple. Ouais, on a aussi une cloque. Ouais, c'est rigolo qu'on n'a pas grand chose de différent. Voilà, et puis après il y en a d'autres de l'autre côté qui devraient nous donner la même chose. Ouais, c'est pas super propre. Ouais, bon, déjà il y a du signal. Si on regarde un petit peu ce qui arrive sur les bus de RAM, c'est la deuxième pin là. C'est pas chouette. Là, c'est déjà mieux. Waouh, c'est perturbé. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Aussi. Et la pin de sortie, ça doit être la troisième de l'autre côté. 1, 2, 3. Ouais. Attends. Je vais essayer de rester dessus. Ah non, c'est plus joli là déjà. Ouais, on voit qu'il y a de l'activité. Là aussi. Là aussi. Là aussi, mais c'est parce que je... Ouais, ça fait des faux contacts un petit peu. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, eh ben on a l'air d'avoir de la RAM et d'avoir un CPU qui nous fait, je trouve, pas beaucoup d'activité sur les broches d'adresse. C'est vraiment très constant. Donc je pense que, comme c'était la panne déjà sur le dernier, je vais essayer un truc. J'ai sorti le 464 QWERTY justement pour ça. C'est une carte longue qui est très proche du 664. Et je vais pas mettre le processeur du 464 sur le 664, mais je vais faire le contraire. Histoire de vérifier si ce processeur fonctionne. Et après, je ferai la même chose avec le GetArray ici, pour voir si on a quelque chose de différent. Donc je prépare le 464 à la place du 664 et on va tester le CPU. Alors, la première chose à faire, j'ai branché le 464 démonté, c'est de vérifier qu'il marche. Pour valider qu'on a bien une bonne plateforme de test. Donc voilà, on a un 464 qui fonctionne. Donc je vais enlever le CPU du 464, j'ai extrait celui du 664 et on va le mettre à la place et on va regarder si ça fonctionne. Voilà, alors on va mettre celui-là dans le bon sens. Ouais. Voilà, il est en place. Alors testons ce CPU. Eh bien, le CPU du 664 fonctionne très bien.
on a pu le tester. Donc, eh bien, je vais continuer les tests. On a le Get-Array ici sur le 464. Je vais essayer de lui mettre celui du 664. Je vais remettre son CPU. Je vais extraire le Get-Array, puis on refera un test. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai piqué le Get-Array sur le 464 ici. J'ai enlevé celui du 664 et j'ai mis celui du 464 à la place. Du 664 à la place, pardon. Maintenant, on va vérifier si ce Get-Array est aussi fonctionnel. Bon, et ben ça fonctionne, donc on sait que le CPU et le Get-Array sont fonctionnels dans le 664, donc ça doit être autre chose. Je remets ce Get-Array dans le 664 et on va regarder encore un peu plus près qu'est-ce qui peut se passer sur cette machine. J'ai remis le 664 et j'étais en train de regarder si des puces chauffaient plus que d'autres. Et en appuyant sur une puce par là, je ne sais plus exactement laquelle, j'ai eu un changement d'écran. Et là, on se rend compte qu'on a un border avec un centre. Donc ça veut dire qu'il a chargé sa ROM. Donc à mon sens, là, on a de la RAM, du CPU et une ROM qui fonctionne. Sinon, on n'aurait pas de border. Et ça veut aussi dire que le CRTC est bon puisqu'on a un affichage stable. Franchement, je vais sortir la carte mère et je vais refaire de la soudure dessous. Parce que je me demande si c'est pas juste une soudure sèche. Parce que si je touche encore partout, on va voir s'il ne veut pas encore changer d'affichage. Non, ça bouge plus. Comme il a été pas mal trafiqué, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un faux contact quelque part. Non. Bon, il ne veut plus changer. Mais je vais sortir la carte mère et je vais faire de la soudure dessus. Regardez s'il n'y a pas des soudures sèches d'abord. Et ensuite, bien ressouder un peu random autour des puces mémoire. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Avant de démonter la carte mère, je vais vous montrer la dernière découverte que j'ai faite. Je l'allume. Ah, bah, il me fait directement le carré. Je l'éteins. Je le rallume. Si je passe mon doigt sur cette puce-là, je sais plus, ouais, celle-là, normalement, il change d'affichage. Voilà. Et si je continue de toucher la puce, il va peut-être me faire un écran bleu ou le carré. Il y a vraiment, je pense, des soudures à vérifier dans ces puces. Ou elle est peut-être défectueuse cette puce. Il faudra que je regarde un moyen si je peux la tester. Vous voyez, il a changé encore d'affichage. Donc je le démonte. J'ai refait les soudures sous tous les bancs de RAM, sous le Get-Array, sous le CPU, sous tous les composants logiques ici, mais absolument rien n'y fait. J'ai toujours le même comportement. Et si on regarde un petit peu ce qui peut sortir de ces composants de mémoire, on a des choses qui sont, si on regarde sur l'oscilloscope, qui sont pas jolies. On a une ligne qui est clairement au milieu là. Donc ça ne sert qu'à faire des conflits de bus. C'est ni haut ni bas. Là c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Et ici, on a carrément une pente qui est inexplicable. Là aussi. Donc, eh bien, j'ai fait comme pour l'Amiga. J'ai regardé un petit peu le schéma. Bon, il est un peu petit par contre. Donc, comment ça fonctionne la mémoire sur un CPC? En fait, donc elles sont schématisées ici, les puces de mémoire. C'est une machine 8 bits, chaque composant de mémoire fait 1 bit. Donc s'il veut stocker un mode 8 bits, il y en a un là, un bit 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 là, donc jusque là. Voilà, donc ça permet de stocker 8 bits. Et le mot suivant, c'est pareil, il est séparé sur toutes les puces.
Donc ce qui fait que s'il nous manque sur ces machines-là une puce de RAM qui est défectueuse, eh bien il nous manque, si c'est celle-là, je ne sais pas si c'est la 0, mais il va nous manquer le bit 0 sur tous les mots. Donc ça peut expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai peut-être un fonctionnement erratique d'une de ces puces de mémoire, ça reste à voir, mais sur le schéma, moi j'ai tracé des puces de mémoire qui me semblent plus différentes des autres sur leur comportement. C'est surtout quand des fois le processeur, il y a tellement de conflits qu'il active son halt. Le processeur s'arrête et là on voit tout le conflit qu'il peut y avoir sur les puces de mémoire, et les signaux d'entrée passent tous à 1 volt, à 5 volts, donc à 1, mais elles continuent d'émettre des choses, les composants de mémoire, qui sont pas jolis. Et dans ce cas-là, j'ai vu que c'était toutes ces puces-là qui avaient des choses pas jolies. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait être d'autre que la mémoire. Et on a deux composants. On a un buffer, un 74 LS244 ici, et un 373. Le 244, il est que en entrée. Et j'ai vu que quand le processeur se met en halt, on a vraiment les signaux ici qui vont vers le processeur qui sont complètement détruits. Donc je me suis pensé que c'est peut-être cette puce là, la 73LN373, parce que elle prend l'output des mémoires et elle la renvoie sur le bus processeur. Donc si on a une mémoire qui fait n'importe quoi et que lui en plus la renvoie, bref, en gros, donc je suis un petit peu dans l'expectative là sur qu'est-ce que je peux faire sur cette machine. Est-ce que je remplace des composants de mémoire, ou est-ce que je m'intéresse au buffer 74 LS244? J'ai aussi regardé toutes ces puces logiques ici. Bon, il y a des AND et des NAND qui font le travail sur les adresses qui sont ici. J'ai vérifié pin par pin les fonctions, j'ai récupéré les schémas de ces puces et j'ai vérifié les fonctions, si on avait les portes OU, si elles faisaient bien OU, les portes E, si elles faisaient bien E. J'ai vu au moins sur les signaux que la machine envoie à ces puces, j'ai pas vu de problème ici. Donc même si quand je la touche, des fois ça change l'écran, ça m'aide pas. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que si je lui envoie le casse, des fois ça l'aide. Je fais un court-circuit, je lui envoie le signal casse sur le bus. Voilà, non, elle est figée sur cette image, elle ne veut pas aller plus loin. Donc je crois que je vais commencer par enlever la carte mère. Et je vais mettre le LS244 là sur support. Et ça tombe bien, j'en ai d'avance. J'ai une puce 244 et une 373, donc je vais peut-être regarder un petit peu de ce côté-là, parce qu'elles me plaisent vraiment pas, ces deux puces-là. Mais je vais aussi enlever la première puce de mémoire, parce qu'elle me plaît pas non plus. Donc on va faire de la soudure et poser beaucoup de support sur cette machine pour essayer de voir ce qu'il y a là. Bref, assez parlé. Je vous reprends quand j'ai mis ces 3 puces ou 4 puces sur support et on regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà, j'ai mis des sockets et j'ai mis les puces sur socket, juste ces deux composants de RAM là, parce que je suspectais surtout le premier. Et on verra pour la suite s'il faut enlever les autres composants de RAM. Donc déjà, j'ai remis les puces d'origine et j'en ai des neuves. Donc allumons ce 664 qui ne devrait pas marcher mieux qu'avant, puisque j'ai remis les puces telles qu'elles étaient. Et on a toujours notre carré. Je vais juste couper le courant ici. Et je vais commencer par remplacer le 373 ici par un 9. Parce que c'est celui-là que je soupçonnais de déconner. Voilà. Et on va voir si ça marche mieux. Le jumper. Eh ben non. Donc, c'est pas lui.
Remplaçons celui d'à côté, le 244. On va le poser là. On va mettre un 9. Et voyons voir qu'est-ce que ça donne. Eh bien, ce sont pas eux. Et donc, il reste pas grand-chose que la RAM, hein, parce que j'ai vérifié quand même tout le reste. J'ai vérifié ça, j'ai vérifié ça. Ça sont pas en cause. Ceux-là, j'ai vérifié toutes les fonctions. Donc, eh ben, on va commencer par remplacer les puces de RAM. Donc, on va les remplacer la première. Poser là. Et Picnic 2, il va en prendre celle-là. Mal mise. Ah, c'est pas des grands sockets. C'est pas des sockets de grande qualité. Non. Voilà. Alors, essayons avec le composant de RAM, le premier. Ouh, et bien voilà. Eh bien, je me serais pas douté que c'était le premier composant de mémoire. Eh bien, ce que je vais faire, je vais remettre ces deux composants-là, puis on va voir s'ils sont pas aussi... S'ils sont pas fautifs non plus. Mais le problème, c'est que j'ai rien pour tester ces composants, donc je ne peux pas savoir s'ils sont bons ou pas. Je sais qu'il existe un appareil pour tester les vieux composants. Il faudrait qu'un jour, je m'équipe. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, bah ça marche. Eh bien, en définitive, il avait rien d'autre que ce composant de mémoire de grillé. Voilà. Et il mettait un tel foin dans la machine qu'à l'oscilloscope, je ne pouvais absolument pas voir si c'était lequel c'était de ces chips de mémoire qui étaient défectueux. Eh bien, bon, ben c'est quand même une bonne nouvelle. Ça m'évite d'avoir à dessouder tout le reste. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser au lecteur de disquette. Puis au bouton d'alimentation. Parce qu'il faudrait peut-être que je remette le bouton. Donc on va déjà voir le bouton. Oh, pardon. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais changer la nappe. Là, je vais en mettre une neuve à la place. Et voilà, donc je démonte le bouton pour on va se retrouver avec le bouton. Alors, cet interrupteur est démonté. Et puis, bon, si on le teste vite fait, on va se rendre compte qu'il ne fonctionne pas. Je vais me mettre sur les deux pins. Et on n'a aucun contact. Et qu'on le manipule comme on veut, il ne marche pas. Donc ça, c'est courant sur les Amstrad. Alors, il est fermé par des petits pattes métalliques là, qui tiennent la façade avant du bouton. Donc, je pense qu'il va déjà falloir les enlever. Ça risque de pas être franchement facile sans se couper. Faut que j'arrive à les prendre sans me faire des trous dans les doigts. Oh, c'est solide. Voilà, un côté. Hop. Et je vais être obligé de défaire les autres aussi. Ah, c'est du solide quand même. Hein. C'est pas du bas de gamme. Voilà. Alors maintenant, on a l'intérieur avec ce petit truc qui va venir pousser les lames dans le fond. Et il faut que j'arrive à avoir justement
la lame là, voilà. Alors quand on déplace l'interrupteur, cette lame elle est posée comme ça. Et ce petit plot va venir appuyer sur le bout là. Et ce bout là va rentrer en contact avec celui qui est dans le fond. Et donc je pense qu'un petit nettoyage de tout ça. Et ensuite un remontage. Et ça devrait le faire. Chercher une bombe. Allez, un petit coup de bombe à contact. Voilà. Et je vais venir le gratter un petit peu avec mon couteau. Et venir aussi gratter ça parce qu'il faut que ça fasse contact entre là et là. Voilà, et même chose sur celui-là. Voilà. Et il n'y a plus qu'à le remonter. En le repositionnant bien dans son emplacement, comme ceci. Ah. Alors, on a toujours... Je vais le tenir et je vais essayer en même temps de mesurer. Ce qui n'est pas facile. Bon, bah ça fait contact. Hein. Je l'éteins, je l'allume, je l'éteins, je l'allume. Donc c'est tout bon, il est réparé. Je vais resserrer ça. Voilà. Et voilà, il est refermé. Ah ben, il n'y a plus qu'à le retester proprement. Voilà, on a contact. On n'a plus contact. Et on a contact. Voilà, un bouton de réparer. Donc maintenant, on va s'intéresser à la suite. C'est de changer la nappe qui est abîmée. Donc revoici la carte mère sur le bureau. Et comme on le voit, cette nappe a été traficotée. C'est-à-dire qu'il y a des fils qui ont été coupés pour aller à un interrupteur. Ça, c'est le fil qui permet de sélectionner qu'il faut chanter pour que le lecteur externe devienne interne. Voilà. Et puis apparemment, il s'est trompé de côté. Donc il y a des fils de coupés des deux côtés. Il y a pas mal. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais la carte mère a été un peu modifiée. Ici. Il y a des bouts de soudure et tout, donc il va falloir vérifier toutes les continuités et puis nettoyer un petit peu le coin parce que c'est sale. Pour changer la nappe, c'est pas si simple parce que elle se déclipse pas, hein, elle est soudée à la carte mère. Donc je vais démonter le connecteur, donc le fil rouge est bien là-bas et je vais essayer d'obtenir la partie supérieure du connecteur. Ça a l'air d'être pas mal attaché. Ouais. Voilà, il y a plein de colle dedans en plus, donc il va falloir que je le nettoie. Et voilà, on va pouvoir extraire la nappe. Voilà, donc cette nappe traficotée, eh bien, il faut aussi que j'enlève l'autre connecteur ici.
Donc bah, c'est bien, c'est que c'est du métal. Pas l'air de s'enlever facilement. Ouais, il faut bien pourtant lever la patte en métal. Comment ça tient? Ouais, ou peut-être que ce truc en métal a été ajouté après coup. Non, elle s'enlève pas. J'étudie ça de plus près à la loupe. Et puis, je reviens vers vous pour refaire cette nappe. Voilà, je l'ai eu. En fait, je ne sais pas si vous le verrez. C'est un petit... bon, ça le retient. Il faut lever un truc avec un minuscule outil pour venir lever cette patte-là. Pour la décrocher d'ici, elle vient en buter contre le bout de plastique là. Voilà, donc je peux enfin enlever ma nappe. Donc j'ai de la nappe neuve. Bon, elle n'est pas de la même taille, mais je vais enlever quelques fils pour la rendre de la même taille que celle qui était dans le 664. Et je vais la remonter. Je vais remonter une neuve. Ça prend pas mal de temps à passer, à sertir la prise. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous retrouve quand j'ai une nappe neuve de poser sur ce 664. Et voilà une nappe neuve. Elle est toute jolie. Donc j'ai bien mis chaque petit truc qui va bien. Donc on va pouvoir remettre le cache sur celle-là. J'ai enlevé le maximum de colle. Voilà, tic, tic. Ça, c'est fixé. Celui-là, je vais le remettre après. Donc voilà l'ancienne nappe toute coupée, la belle nappe. Et puis voilà, il m'en reste un petit morceau parce que c'est une nappe 34 fils pour du floppy standard, pas pour du floppy Amstrad. Donc ça, c'est fait. J'ai inspecté les pistes. Vous allez peut-être avoir du mal à le voir, mais il y a une piste qui est coupée ici. Il y avait un petit pont qui avait été fait, mais qui n'a pas tenu. Donc il y a la prise externe lecteur de disquette ne va pas fonctionner si je ne remets pas cette piste d'aplomb. On voit ici sous la nappe qu'il y en a une autre qui avait été refaite aussi là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce coin-là, mais c'est pas du joli. Bon, bah celle-là elle fait contact, celle-là non. Donc je vais gratter la piste et je fais faire ça hors caméra. Je vais remettre un petit fil ici pour faire la liaison. Parce qu'il faut que je regarde de très près. Et voilà, je vous retrouve avec tout ça remonté. Bon, je l'ai remis à sa place. J'ai corrigé la piste. Je ne sais pas si vous la verrez, elle est là. Donc on voit le tout petit pont que j'ai fait sur la piste. Donc j'ai tout simplement gratté un petit peu du masque sur la piste pour avoir le cuivre. Et puis j'ai tiré une petite patte de condensateur ou de résistance. J'en ai profité pour refaire la piste qui avait été coupée ici en mettant un petit point de soudure, puis en enlevant le trop-plein de soudure qui restait sur cette patte de composant. Donc je ne sais pas pourquoi c'est une masse, elle avait été coupée pour le relier cette patte-là sur la sortie extérieure là, du port imprimante. Je ne sais pas. Mais toujours est-il, on peut le démarrer avec son bouton maintenant. Voilà. On va remettre le clavier. Voilà, on a une machine. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est regarder le lecteur de disquette, si ça marche. Mais comme vous pouvez vous en rendre compte, on n'a pas de clavier. La maladie des 664 et des nappes de clavier de 664. Donc, je ne peux pas aller plus loin dans mon test. Je vais voir si je peux pas piquer le clavier du 464 qui est juste à côté là-bas. Et ou si je peux faire quelque chose à la nappe de celui-là. Donc pour pas faire durer la vidéo encore beaucoup plus longtemps, eh bien je vais enquêter moi sur ce que je peux faire avec cette nappe.
de ce clavier, si je peux arriver de la faire marcher. Si j'y arrive pas, j'essaierai de mettre le clavier du 464 pour qu'on puisse enfin l'essayer et confirmer que ce lecteur de disquette fonctionne ou pas. Donc à tout de suite. Comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai changé le dessus. J'ai finalement démonté le dernier 664 que j'avais sauvé. Celui-ci était en très mauvais point. Et j'ai posé de côté le clavier de l'autre parce que j'ai pas de membrane. Et le 464, il n'est pas branché pareil, effectivement. Je m'en souvenais plus, mais c'est deux nappes dans le 464, donc on peut pas le mettre dans un 664. Mais il n'est pas parfait. Hein. Malgré tout, j'ai comme dans celui-ci d'ailleurs, comme celui qui était avec ce clavier qui est là-bas, j'avais été obligé de remplacer le connecteur de clavier. Il y a la même maladie sur celui-ci, le connecteur de clavier est cassé. Donc la nappe tient avec un bout de papier pour la caler. C'est pas exceptionnel. Mais on va avoir un bout de clavier. Et je me suis intéressé au lecteur de disquette. J'ai pas mal bataillé avec. Il avait rien de particulier, mis à part qu'il était très sale, qu'il fallait changer la courroie, qu'il fallait le graisser, qu'il fallait raligner le détecteur de disquette et tout ça. Et normalement, si on met une disquette... Voilà, vous entendez le beau bruit que le lecteur fait. Donc, et on peut essayer de charger un jeu, ça marche très bien. On va prendre GP500. Alors comme j'ai pas toutes les touches, je suis obligé de gruger un petit peu pour lancer les jeux. Mais comme ça devrait marcher. Et on va voir comme ça qu'on a un 664 qui fonctionne avec le son et son lecteur de disquette. Il reste encore une chose à faire, c'est donc de changer le connecteur de clavier et de changer la nappe de cette machine. Oh, que c'est long tout ça. Entraînement. Et j'ai sorti pour l'occasion une manette Amstrad. Merci à Halifax qui m'a offert cette manette. Et elle marche. Aussi bien que, ou je dirais aussi mal qu'à l'époque. Mais je rappelle que cette manette Amsoft sur 664, c'était la seule manette qui avait un port pour en brancher une deuxième. Donc on pouvait jouer à deux avec cette manette-là. Parce qu'il n'y a qu'un seul port sur les 664. Comme sur les 6128 et le 464 d'ailleurs. Donc on a une machine qui est fonctionnelle. On va lui essayer une dernière chose. Une dernière chose que l'on peut faire sur cette machine, c'est de vérifier qu'un Gotek externe fonctionne. Donc valider que j'ai réparé correctement la carte mère avec toutes les pins. Donc essayons ça. Et voilà, ça a l'air de marcher. Alors je sais pas ce que j'ai mis. On va plutôt mettre celui-là. Ah, difficile ce clavier, difficile. Eh bien, tout fonctionne. Donc ce 664 est presque réparé. Hein. Il faut que je reçoive la pièce pour le connecteur de clavier. Et puis je laisserai mon collègue changer la membrane de l'autre clavier, hein, du clavier avec le bleu, pour pouvoir utiliser cette machine. Voilà, sinon, dernière chose, si vous ne savez pas quoi faire demain, il y a une exposition à Ferney, organisée par le Pangloss Lab, comme tous les ans. Donc c'est l'exposition sur la fête de la science.
Bon, je n'y serai pas cette année parce que je n'ai pas été accepté. Donc voilà, voilà. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.